Donc, cette, conférence, cette dernière conférence des mercredis des savoirs, je vais simplement rappeler, et remercier, rappeler ce que sont les mercredis des savoirs et remercier monsieur Chovanec pour cette, intervention qui est très attendue, vraiment très attendue. Donc, les mercredis des savoirs sont un ensemble de manifestations organisées, co-organisées par la faculté d'éducation qui accueille et qui l'organise sur le plan technique, par, la Maïf, représentée ici par, Brigitte Bonnet-Philippe, par la MGEN, la CASDEN et les CMEA. 4-5 manifestations dans l'année. Depuis le confinement, ces manifestations ont lieu en webinaire et toutes ces manifestations traitent une question sociétale vive, hein, pas forcément elles sont pas forcément en lien les unes avec les autres et elles visent à valoriser les savoirs scientifiques, dans la relation avec la société, hein, auprès des étudiants bien sûr et particulièrement des étudiants à la faculté d'éducation, mais aussi auprès, des acteurs de la société civile, voire, d'autres acteurs citoyens. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est, la société inclusive et l'école inclusive, hein. Alors, un thème, absolument, fondamental, qui semble prendre de la place dans la société et je trouve que c'est une bonne chose, hein. On ne peut qu'en être, ravi, qui va prendre beaucoup de place dans la formation des enseignants, puisqu'une formation à l'école dite inclusive, est en est obligatoire aujourd'hui dans les masters, métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Voilà. Alors, et la thématique plus resserrée de l'école inclusive aujourd'hui tournera autour de la question de l'autisme. Alors je ne vais pas entendre toute la conférence parce que j'ai d'autres réunions, mais je m'interroge toujours, moi qui étais, enseignante dans le premier degré, dans le second degré à l'université, sur s doit-on dire de l'autisme ou des autismes? Je ne sais pas, quelle sera la réponse de monsieur Chovanec, mais ce que j'ai pu lire sur ces questions m'a toujours, interrogée. Voilà. Donc c'est un moment fort de notre année, hein. Voilà. Donc le programme de l'année prochaine n'est pas encore complètement, ficelé, mais vous le retrouverez sur le site de la faculté d'éducation, hein, fde.umontpellier.fr ou sur les sites de nos partenaires, la Maïf, la MGEN, la CASDEN et les CMEA. Je vais, m'arrêter là pour cette petite présentation et je vais laisser à Brigitte Bonnet-Philippe qui représente la Maïf, le soin de présenter notre conférencier et avant de me taire, vraiment monsieur Chovanec, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Vous savez que cette conférence est enregistrée et qu'elle va pouvoir je vous remercie d'avoir accepté l'enregistrement parce qu'elle va nous permettre au sein de la faculté d'éducation de travailler avec nos étudiants de façon beaucoup plus concrète et précise. Donc c'est un grand merci à vous d'avoir accepté. Bonne conférence. Bonjour à tous. Je vais bien entendu présenter Monsieur Chovanec, mais je vais commencer par remercier 2 associations, 2 associations par lesquelles nous avons pu mettre en place cette conférence. Alors la première, c'est une association locale qui s'appelle Isae, dont la présidente madame Sautreau, était en relation avec, le pôle Maïf de Montpellier. C'est une association qui se mobilise autour de la socialisation des adolescents, porteurs d'une déficience, en leur proposant des temps de loisirs partagés. Voilà. Cette association va inaugurer un service d'aide à la socialisation, dans un des villages de la métropole de Montpellier. Et puis la deuxième, c'est l'association Forme Autisme qui est bien entendu, travaille très largement avec monsieur Chovanec et cette association œuvre pour, l'information et la formation sur l'inclusion scolaire, sociale et professionnelle des autistes. Voilà, voilà pour ces 2 associations que je tenais à remercier et sur Forme Autisme, bien entendu, remercier madame Taouk avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges pour, préparer cette conférence. Monsieur Chovanec, si on regarde
sa biographie et tout ce qu'il a fait, c'est un vaste, une vaste quantité de choses. Il est, docteur en philosophie, diplômé de Sciences Po, docteur en philosophie et sciences sociales. C'est un grand voyageur, c'est un hyperglotte. Il, heu, il dit qu'il vit avec l'autisme. Il déclare, assimiler l'autisme à une manière, d'être différente. Il évoque, avec beaucoup d'humour, et de sensibilité ces petits problèmes qui font son quotidien d'un autiste Asperger. Cependant, il a une vie, débordante, une activité aussi débordante, voyage, conférences, écriture, chroniques, à la radio, sur France Culture, sur Europe 1, énormément de choses, à son actif. Voilà, j'espère que j'espère que vous allez apprécier justement cet humour au travers de ses propos. Avant de laisser la parole à monsieur Chovanec, au niveau de l'organisation, il va y avoir sa présentation. À l'issue de sa présentation, une petite question vous sera posée et on vous demandera pardon, d'y répondre en un seul mot pour que nous puissions, créer un nuage de mots et que monsieur Chovanec puisse éventuellement exploiter ce nuage de mots. Et ensuite, avec ma collègue, nous allons, regarder toutes les questions qui sont posées que vous pourrez noter dans le chat et que nous poserons ensuite à notre conférencier à l'issue de sa présentation. Je vous souhaite à tous une excellente conférence et merci beaucoup à monsieur Chovanec. Merci beaucoup à vous. Je suis particulièrement heureux de pouvoir partager ce temps avec vous. Évidemment, en vrai, cela aurait été encore meilleur, mais que voulez-vous, les limitations dues aux différentes problématiques de notre époque font que ces outils techniques sont notre planche de salut. Hein. Alors, peut-être pour réfléchir à ces questions très profondes, et tout à fait centrales, ou du moins qui devraient être centrales. Elles ne le sont pas tout à fait, hélas. Hein. Peut-être qu'il convient de partir de cas concrets. L'un des problèmes des sujets liés à l'inclusion, à mon humble avis, c'est que parfois on s'abîme dans des pirouettes rhétoriques. Il y a des personnes qui savent manier leurs verbes et qui savent vous forger de très belles phrases autour de l'inclusion qui nous émeuvent, mais qui peut-être sont quelque peu frustrantes par rapport aux réalités des personnes, aux réalités des vécus. Je souhaiterais, si vous le voulez bien, commencer en partageant justement une histoire. Alors, vous direz que c'est une belle histoire, du moins vous le croirez au début. Et c'est vrai que c'est une belle histoire, mais c'est une histoire qui fondamentalement a des côtés tristes. Hein. C'est une histoire qui nous donnera à voir quelques côtés moins faciles à dire autour de l'inclusion, ou plutôt de l'exclusion. Hein. L'histoire se passe au mois de mars 2020. Vous vous en souvenez, au mois de mars 2020, c'était la panique dans les hôpitaux, entre autres. On faisait l'inventaire de toutes sortes d'appareils, de toutes sortes de machines, et en particulier des machines liées à la respiration. Hein. Alors, ces machines gigantesques qui servent à faire respirer des malades, on en avait. Mais par contre, ce qui manquait, c'était une pièce. Hein. Alors, une pièce qui a à peu près la taille d'une carte de crédit. Je vais essayer de vous en montrer une image. Alors, la pièce en question, c'est ce que le monsieur tient entre les mains, quoi, hein. Donc, cette petite pièce, elle sert à analyser l'air expiré par les malades, hein. Et en fonction de la teneur ou pas en oxygène, hein, de l'air, la machine peut ajouter ceci ou cela pour maintenir le patient en vie. Jusque-là, vous me direz, tout va bien, quel est le problème? Ben, le problème, c'est que cette pièce-là, si vous l'agrandissez, eh bien, elle est composée notamment d'un fil qui est plus mince qu'un cheveu, un fil qui est tendu entre deux soudures à travers l'ouverture que la pièce a en son milieu. Avant le Covid, ces pièces étaient fabriquées par de grandes usines quelque part en Chine, mais avec l'arrêt du commerce international, on ne savait plus fabriquer. Les autorités préfectorales françaises ont fait le tour des PME
pour trouver en extrême urgence une entreprise capable de produire ces appareils. Peine perdue, toutes les PME ont abandonné l'une après l'autre. C'est tout à fait par hasard qu'une connaissance à moi qui est responsable d'un ESAT, donc pour faire simple, un lieu au travail des personnes handicapées, a été présente dans une de ces réunions préfectorales et il s'est dit pourquoi pas. Donc, nous. Le lendemain, les 140 personnes handicapées de l'établissement, l'une après l'autre, se sont essayées à ce jeu redoutable. Tout d'abord, d'apercevoir ce fil invisible que 9 personnes sur 10 ne voient même pas, hein, de le tendre et puis de le souder au debout. Hein, voyez, tous ont échoué, bien sûr, hein, le directeur le premier d'ailleurs, hein, jusqu'à ce qu'arrive le tour d'une dénommée Anne. Alors, Anne est, paraît-il, déficiente intellectuelle, etc. Je vous passe les détails, les labels médicaux, hein. Et donc, Anne a des yeux bioniques, hein. Et Anne, donc, voit parfaitement le fil. Elle a réussi à le tendre, elle a réussi à le souder. Et à partir de là, elle ne faisait plus que ça, hein, pendant les mois d'avril, mai, etc. Hein, voyez. Elle soudait quelque chose comme 400 pièces par jour, hein. Et c'est grâce à Anne que donc les hôpitaux ont pu tenir, hein. Alors, Anne, j'ai eu la chance de la rencontrer, hein. Anne est une personne d'une extraordinaire humilité, hein. Elle ne pavane pas en disant je suis Madame XYZ qui a sauvé des milliers de vies. Non, elle vient à vous et elle dit bonjour, c'est Anne. Quoi, hein, voyez. Vous me direz que c'est une très très belle histoire et c'est vrai quoi, hein, il y a des héros invisibles, en tout cas des héros parmi les personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir par exemple à la télé ou autre, hein. Alors Anne, en vérité, a malheureusement été confrontée à nombre de choses qui tout de suite cassent cette belle histoire que j'ai essayé de vous raconter, hein. Déjà, je n'oserais pas dire en public combien Anne gagne par mois. Voyez. C'est peut-être plus qu'un scandale, hein. D'autres personnes socialement plus madrées, quoi, hein, réussiraient à négocier et diraient au préfet, tu me donnes 1 million, si je ne soude rien, quoi. Vous voyez, le préfet aurait été obligé de payer, hein, dans le contexte de l'époque, quoi. Vous voyez, Anne n'est pas comme ça, hein. Également, je n'oserais pas dire en public comment Anne est logée. Ce n'est pas très plaisant à entendre, voyez-vous, hein. Parce que oui, on a oublié la question du logement. En tout cas, on ne l'a pas prise au sérieux, voyez. Je n'oserais pas dire en public les trajets, plutôt que dis-je, les périples que Anne est tenue d'entreprendre pour se rendre à son travail, hein, des heures chaque jour, en mêlant marche à pied, bus, tôt le matin dans le noir. Voyez, ce sont des choses qui tout de suite donnent une autre teinte à cette belle histoire, hein, et qui montrent que finalement, nous sommes dans une société qui n'est pas du tout aussi inclusive qu'elle voudrait le laisser croire, hein. Et puis, j'allais dire, au-delà des aspects techniques, on peut applaudir à telle ou telle compétence, que sais-je, manuelle, intellectuelle d'une personne dite handicapée, hein, et c'est tout à fait méritoire, hein, que de le faire. Mais est-ce qu'on sait réellement accepter cette personne en tant que personne? Voyez, est-ce qu'on n'accepte pas cette personne comme une sorte d'outil génial pour réussir à ce qu'on n'a pas pu ou su faire par ailleurs? Voyez, ce sont des questions relativement lourdes que cet exemple vécu de Anne peut nous poser. Voyez. Alors, évidemment, et Anne est un cas particulier, mais tous les êtres humains sont des cas particuliers. Et je pense que l'une des grandes difficultés de notre époque, c'est précisément cette tentation de l'homogénéisation, hein, de considérer l'être humain comme une sorte de
modèle prototypal qu'on retrouverait semi-identique d'un individu à l'autre, hein. L'être humain n'est pas comme cela. L'être humain est d'une grande variabilité. L'être humain est porteur, si vous me permettez cette expression que j'aime à utiliser, l'être humain est porteur d'une biodiversité humaine, hein. Parce que dans le monde, par exemple, de l'écologie, on a pour habitude, c'est une chose évidemment excellente, hein, de parler et de défendre, que sais-je, la biodiversité des oiseaux dans la montagne, la biodiversité des fougères qui poussent ici ou là. Ce sont de très belles choses. Mais l'être humain lui-même est porteur d'une biodiversité, hein. Et on ne saurait pas, ou alors de façon extrêmement inappropriée, réduire l'être humain à des mécanismes, j'allais dire, qu'on pourrait réduire à une sorte d'évolution typique, hein. Et précisément, il a été question d'école dans l'introduction, et j'essaierai d'en parler, hein. Précisément, la question s'est posée lorsque l'école a été rendue obligatoire, hein. Comment faire, alors même que l'école théoriquement est devenue semi-universelle, comment faire pour réussir malgré tout à se débarrasser des enfants dits différents? C'était un peu le grand problème qui agitait le ministère de l'Instruction publique. On ne parlait pas encore d'éducation nationale à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, hein. Donc, le ministère de l'Instruction publique avait chargé un illustre spécialiste, hein. Vous avez compris que je faisais allusion au docteur Binet, hein, de faire un outil scientifique ou prétendument scientifique qui permettrait de faire le tri entre les enfants dont on voudrait bien à l'école et les enfants que l'on s'apprêtait à exclure de l'enseignement. Cet outil, vous le connaissez, ça s'appelle le test de QI, hein. Évidemment, le docteur Binet est le père ou l'inventeur du test de QI. Le docteur Binet, dans le cadre de sa mission pour le ministère, a écrit un certain nombre de traités. En voici un, quoi, hein, ce n'est pas du tout le seul, hein, mais donc de 1904, hein, c'est une publication des plus officielles et respectée à l'époque, hein, méthode nouvelle pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux, hein. Donc, regardons le tout début, vous pourrez le lire par vous-même, mais dès le tout début, l'objectif est tout à fait posé, quoi, hein. Quels sont les termes du problème dont on cherche la solution, hein? C'est donc lorsque un enfant est mis en notre présence, il parle de lui au pluriel, de faire la mesure de ses capacités intellectuelles afin de savoir s'il est normal ou si c'est un arriéré, hein. Donc, étudier son état actuel, etc. Donc, en gros, il distingue deux catégories d'enfants qu'il faut scientifiquement, d'après lui, mettre à l'écart de l'école. Donc, premièrement, les arriérés de l'intelligence, ça, c'est sa terminologie à lui, et puis, deuxièmement, les imbéciles moraux et les instables, hein. Et pour citer l'éminent docteur Binet, nous ne nous en occuperons pas, hein, voyez. Bon, je passe les détails et d'autres, je dirais, remarques aujourd'hui purement scandaleuses, hein, évidemment. Mais c'est vous dire que peut-être les meilleures intentions, ici en l'occurrence l'intention c'était la scolarisation de tous les enfants, les meilleures intentions peuvent être porteuses des plus fâcheux corollaires, quoi, hein, voyez. Et jusqu'à nos jours, est-ce que réellement on n'est pas toujours dans ce type de réflexion, hein, par rapport aux enfants que l'on écarte de l'école, hein, et par rapport à la non-application de ces beaux principes autour de l'inclusion. Voyez, encore une fois, il y a un décalage considérable, hein, entre la beauté des propos, voire même la beauté des textes de droit autour de l'inclusion, et puis les réalités qui se passent, et puis parfois aussi les réalités engendrées par ces mêmes textes de droit. Ce sont des points particulièrement douloureux, que l'on observe au quotidien. Mais si vous voulez bien,
j'ai parlé de différentes particularités médicales. On me dira, mais la science détermine bien que, par exemple, telle ou telle personne est, pour reprendre le terme, déficiente intellectuelle, hein. On n'oserait plus utiliser le terme de binet, de arriéré de l'intelligence. Mais en vérité, que veut dire exactement déficience intellectuelle, hein? Que veut dire telle ou telle particularité? S'agit-il d'une entité existante que la science se contenterait de décrire ou de caractériser? Ou bien s'agit-il d'une construction liée à notre époque, liée à nos perceptions? Euh, En tout cas, à titre personnel, je sais de moins en moins ce que veut dire la déficience intellectuelle. Voyez. Et plutôt que d'entrer dans différentes considérations ou un verbiage savant, je vous propose peut-être de réfléchir à cela par une petite fable. Alors, c'est l'une de ces petites fables qui augmente d'année en année parce qu'il y a de nouveaux personnages qui s'y rajoutent, hein. On pourrait appeler cette petite fable, hein, donc la fable des trois animaux, des deux autistes et puis du fantôme. Oui, on va parler des fantômes, si vous le voulez bien, du moins brièvement. Quels sont tout d'abord les animaux, hein, comme dans toute bonne fable? Alors, notre premier animal, hein, c'est un monstre, hein, vous le voyez, hein, c'est un lézard géant. En vérité, c'est quasiment un dinosaure, quoi, hein. Il s'appelle le dragon de Komodo ou alors le varan de Komodo. Les deux termes existent, hein. Alors, vous me direz que c'est bien étrange parce que les dinosaures sont censés être morts il y a déjà fort longtemps. Comment se fait-il qu'il y ait ce dinosaure-là qui survit, quoi? Ben, c'est très simple, c'est que ce dinosaure habite sur une île très particulière, l'île de Komodo, justement, hein, où il y a un biotope tout à fait adapté à lui, et donc ce lézard géant peut vivre et peut même s'épanouir, hein. Alors, c'est la leçon qu'on peut tirer du dragon. Qui que vous soyez, il y a sans doute un biotope adapté à vous. Voyez? Et ça, c'est très important, hein. Le biotope adapté à vous n'est pas forcément le lieu où vous êtes né, hein. Le biotope adapté à vous peut être très loin. Voyez? Et cette espèce de quête, hein, est souvent un rêve qui peuple, qui meut la vie de beaucoup de personnes handicapées au sens large. Pour vous donner un exemple très concret, un élève qui en Europe est jugé comme hyperactif. Voyez, l'hyperactivité est connue maintenant, mais malheureusement, ça s'accompagne aussi souvent de l'administration longue de différents produits chimiques. Voyez, c'est considéré comme un handicap relativement grave parce que si pour une raison ou pour une autre liée à votre hyperactivité, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas être assis pendant X heures par jour sur une petite chaise, eh bien, vous serez exclu de l'école. Vous ne serez pas exclu à cause d'une quelconque défaillance intellectuelle ou autre, mais c'est ce que la société retiendra quand même, hein, de vous. Mais dans d'autres cultures, est-ce que l'hyperactivité est réellement un handicap? J'en discutais l'autre jour avec une amie qui est médecin de son état, qui est d'origine congolaise et qui a un enfant, un fils avec autisme. Et donc, elle m'avait répliqué de façon tout à fait juste que l'hyperactivité, ça n'existe pas au village, parce que au village, je veux dire au Congo, avoir un enfant plein de vie, c'est la fierté des parents. Voyez, ce n'est pas considéré comme pathologique, comme une maladie. Dès lors, on peut tout à fait envisager, et ce n'est pas une réflexion théorique, on peut tout à fait envisager qu'une personne hyperactive, un enfant ou adulte hyperactif, trouve beaucoup plus son chez-soi dans d'autres lieux que, par exemple, telle école d'Occident où il est né.
Voyez. Donc ça, c'est la leçon du dragon. Venons-en à notre deuxième animal, c'est un perroquet. Pardonnez l'image, a occulté le nom, quoi. Il s'appelle le kakapo, hein, avec un K. C'est son vrai nom, hein, c'est un charmant petit perroquet qui s'appelle de ce nom kakapo. Alors, sa particularité, c'est que suite à différentes problématiques liées à l'évolution des espèces, il a, paraît-il, perdu presque tous ses neurones. Et aujourd'hui, il s'agirait de l'oiseau le plus stupide de la Terre. Les meilleurs scientifiques le décrivent de la façon suivante: lent, gras et idiot. Bon, c'est pas très flatteur tout ça, hein. Si vous avez des amis qui vous décrivent comme lent, gras et idiot, c'est que probablement ce ne sont pas vos amis, quoi, hein. Mais avant de nous moquer du kakapo, regardons bien où il habite. Il habite dans l'un des plus beaux endroits de la Terre. Il habite dans les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande, voyez-vous, hein. Donc, avant de nous méprendre par rapport à l'intelligence du kakapo, peut-être qu'en vérité, il ne s'en tire pas si mal que ça. Je connais des bipèdes humains qui se croient fort intelligents, mais qui passeront leur vie entre deux dalles de béton à respirer des gaz d'échappement. Qui est intelligent et qui est bête, bien malin qui peut le trancher. En tout cas, pour ma part, je me dis qu'être kakapo, ce n'est pas une si mauvaise chose, hein. Mais c'est là qu'arrive notre troisième animal, c'est le homard. Voyez. Le homard, il a des compétences sociales extraordinaires. Voyez. Le homard, il a un sens des hiérarchies. Quand c'est un homard qui est dominant, eh bien, il prend ses aises. Voyez, il fait, comme on dirait dans un vocabulaire américain, il fait du manspreading, ou plutôt du lobster spreading. Voyez, c'est pour ça qu'on dit parfois de façon un peu potache que c'est le homard qui a inventé le patriarcat. J'ignore si c'est matériellement vrai, mais en tout cas, l'image est plaisante, quoi. Et à l'inverse, quand c'est un homard qui est dominé, eh bien, il se recroqueville. Voilà. Alors, beaucoup de personnes jugées différentes, hein, bien sûr, on peut parler des personnes autistes, mais ça vaut pour beaucoup d'autres différences, hein. Beaucoup de personnes différentes, pardon, ne saisissent pas ou ne saisissent pas comme il faut, entre guillemets, ces notions de hiérarchie sociale. Voyez. Et donc, je peux dire que, par exemple, moi-même, je suis moins doué que le homard. Mais le homard, avec ses excellentes compétences sociales, comment finit-il? Qu'advient-il au homard en dernière instance? Eh bien, il se fait bouffer. Voyez. Donc, chers amis, que pensez-vous? Vaut-il mieux être un homard ou vaut-il mieux être un kakapo? Voyez. Et au fond, quand nous parlons, par exemple, des compétences extraordinaires que sais-je du homard, est-ce qu'il s'agit réellement de compétences intellectuelles? Non, il s'agit de compétences tierces qui n'ont rien à voir au sens exact avec l'intelligence. Et quand on y réfléchit, quand on parle d'école, notamment les premières années, en premières années, c'est difficile d'en tracer la limite, mais on peut dire la première dizaine d'années à l'école, hein. Est-ce que c'est réellement l'intelligence des gens que l'on évalue? Ou bien est-ce qu'on évalue les gens à partir de critères qui n'ont rien à voir avec l'intelligence au sens exact? Est-ce que réellement le fait de savoir être assis sans bouger sur une chaise pendant 10 heures par jour, c'est un signe d'intelligence ou pas? Voyez, est-ce que le fait, par exemple, de savoir jouer avec ses camarades de classe à la récréation d'une certaine façon, c'est un signe d'intelligence ou pas? Voyez, ce sont de graves questions. Or, nous vivons dans un modèle social d'où nous éliminons les personnes qui ne fonctionnent pas comme nous, sous prétexte qu'elles ne sont pas ou ne seraient pas intelligentes. Voyez, nous avons tout de suite ce fâcheux réflexe d'imputer à une prétendue déficience intellectuelle les particularités, les spécificités dont telle ou telle personne est porteuse.
Voyez? Donc, pour le dire peut-être autrement, en cas de handicap, notamment, on a toujours tendance à sous-estimer les compétences réelles des gens. Voyez? Et il ne faut surtout pas croire que, premièrement, l'école ou deuxièmement, à l'âge adulte, nombre de métiers soient réellement dépendants de compétences intellectuelles extraordinaires. Vous voulez, je pourrais vous le dire de façon un petit peu marquante. Hein, alors, je présente d'avance mes excuses aux personnes qui pourraient dire se sentir incommodées par le propos. Mais néanmoins, être président de la République, cela n'exige aucune compétence intellectuelle particulière. Voyez, l'immense majorité des postes, des rôles sociaux n'exigent pas une intelligence particulière. Hein. Alors même que, par exemple, la notion de méritocratie fait apparaître l'idée fausse, à mon avis, qu'il y aurait nécessité de je ne sais quelle compétence cosmoplanétaire hein, pour exercer je ne sais quel poste. Tel n'est pas le cas. Hein. J'ai un petit peu fréquenté le milieu de la politique. Alors rassurez-vous, je puis fuir à temps, quoi. Hein. Mais néanmoins, je pense pouvoir dire que parmi les gens les plus assistés de France ou d'un autre pays, il y a évidemment les élites politiques. Hein, voyez. Un ministre est constamment guidé, constamment il y a quelqu'un qui dit par exemple, Monsieur le ministre, votre véhicule est avancé, Monsieur le ministre, votre repas est servi, Monsieur le ministre, un tel arrive dans votre bureau, voici les éléments du langage. Voyez, donc ce sont des choses que peut-être même la personne la plus lourdement handicapée que l'on puisse imaginer n'a pas autant d'assistants on va dire qu'un ministre, quoi. Hein. Comme le résumait un ami autiste l'autre jour, il disait que le président de la République est gravement handicapé. Hein. Il a besoin d'aide pour remplir ses dossiers. Voyez. Donc, ça peut nous poser beaucoup de questions sur les rôles sociaux, sur les, je dirais, orientations que l'on propose ou plutôt que l'on impose aux personnes, aux enfants différents, mais aussi ça peut nous donner beaucoup d'interrogations sur l'aide que l'on offre ou pas aux personnes. Je m'explique. On objectera par exemple que réaliser l'inclusion des personnes handicapées, ça coûte cher. Peut-être, mais les personnes non handicapées de fait bénéficient d'un nombre considérable d'aides et un nombre considérable d'heures pédagogiques sont consacrées à n'importe quel enfant. Avant qu'un petit homme, pour parler comme Kipling, hein, avant qu'un petit homme ne réalise ses premiers pas, il faut qu'il réalise quelque chose comme 2000 ou 3000 tentatives qui toutes échouent. Voyez? Imaginons que le tout petit, quand il essaye de faire son premier pas, et lorsqu'il retombe, un médecin, par exemple, ou un éminent personnage situé juste à côté lui disent, oh, mais mon petit, tu vois, tu n'y parviens pas, c'est trop dur pour toi, laisse tomber, sans mauvais jeu de mots, laisse tomber, quoi, tu resteras assis, pardon, couché toute ta vie et on te servira à manger. Voyez? Non, ce n'est pas possible. Il y a un temps long de l'apprentissage, un temps long de la pédagogie. Hein, et ces milliers d'heures dont on gratifie le petit homme en général, pourquoi est-ce qu'une personne jugée différente n'y aurait pas le droit? Voyez? Et ça nous pose un certain nombre de questions fondamentales. Pourquoi, par exemple, on tolère dans les écoles des cancres qui perturbent parfois la classe, qui en apparence n'apprennent rien, alors même que dans la même école, on ne tolérera pas un enfant jugé différent. Voyez, ce sont des questions hein, qui laissent une sorte de goût amer hein, quand on voit en particulier les réalités de terrain. Hein. Et peut-être que la personne jugée valide qui a besoin d'un soutien constant des autres pour avoir de l'électricité, pour avoir des vêtements,
pour avoir à manger ce soir, bien cette personne-là sera jugée normale et non pas handicapée. Par contre, la personne aveugle qui a besoin d'un bras pour traverser une route parce qu'il y a des chauffards qui foncent comme des malades, donc cette personne-là, on dira d'elle, elle est handicapée. Voyez, ça pose un certain nombre de questions par rapport à notre jugement sur le handicap. Et malheureusement, je crois que nos sociétés deviennent de plus en plus normatives et où donc les particularités de fonctionnement sont de moins en moins bien accueillies. Alors, c'est un thème dont on pourra peut-être débattre par la suite. Mais je vous avais promis, après trois animaux, de parler d'êtres humains. Alors, le premier être humain dans la petite fable que j'essaie de dérouler devant vous, le premier être humain pourrait être Jacques Dubochet. Jacques Dubochet, en voici une photo. Quand on ne connaît pas Jacques Dubochet, on peut conclure que c'est une personne ayant une déficience intellectuelle. Oui, son vocabulaire est pauvre, sa façon de tourner les phrases pour le moins étrange. Il a, on va dire, des mouvements qui ne sont pas socialement tout à fait adaptés. Hein. Mais Jacques Dubochet est aussi prix Nobel. Et c'est un vrai prix Nobel. Hein. Vous pouvez le vérifier en cherchant son nom. Donc, il est en permanence confronté à une dualité de réaction des gens. Lorsque, par exemple, les gens ne savent pas qu'il a un prix Nobel, les gens le méprisent, le traitent mal, le traitent durement. Hein. Par contre, dès lors qu'ils apprennent qu'il a le prix Nobel, eh bien, les gens deviennent mielleux. Et c'est le professeur, j'ai daigné vous donner la peine d'entrer, le caviar est servi, ça le met dans une rage folle, voyez. Et d'une certaine façon, combien de personnes sont comme lui, hein? Et il m'avait raconté, j'avais passé une soirée avec lui, et il m'avait raconté que quand il était enfant, aucune école ne voulait de lui, quoi. Hein. Donc il n'était pas scolarisé jusqu'à un âge relativement avancé. Hein. Hein. Mais par les hasards des choses, son père avait eu du boulot dans un petit village, je passe les détails, et dans ce village, il y avait un vieux prof à la retraite qui, par pure charité personnelle, quelques notions de base au petit Jacques. Hein, c'est comme ça que ces apprentissages ont commencé. Vous voyez, c'est quand même, je dirais, une histoire fantastique, mais comme tant d'autres. Hein. Et combien de personnes hein, comme ça on peut exclure. Hein. Ah, j'entends déjà l'argument. Oui, mais celui dans ma classe, c'est pas un prix Nobel. Mais peut-être qu'on se trompe de ligne chronologique. Hein. Peut-être qu'à 40, 50 ans de différence, peut-être qu'on ne raisonne pas comme il faut. Quoi. Voyez? Et dans cette même veine, on pourrait raconter tant d'histoires, quoi, voyez. L'une de mes petites activités, si j'ose prendre un exemple personnel, hein, c'est peut-être rigolo, hein, pourquoi pas. L'une de mes petites activités personnelles consiste à aller dans des lieux où vivent, travaillent ou apprennent des personnes handicapées. Hein. Et là, il se passe souvent des choses amusantes. C'est à savoir que le matin, lorsque j'arrive dans ces établissements-là, la personne à l'accueil, hein, donc une professionnelle hein, qui est habituée à voir défiler des personnes valides, des personnes handicapées du matin au soir, que donc la personne à l'accueil pense que je suis le nouveau pensionnaire, le nouveau président, et donc me tend des clés. Quoi, hein, voyez. C'est excellent. Parce que ça veut dire que cette personne-là, cette professionnelle-là, a compris, visuellement ou autrement, qu'il y avait le même club entre les personnes handicapées de l'établissement clos et votre serviteur. Ça, c'est une excellente nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que pourquoi, pour quelle raison tangible, le soir venu, ces personnes avec qui j'ai passé une fabuleuse journée, pourquoi ces personnes-là sont toujours entre quatre murs? Et pourquoi je serais libre comme l'air? Voyez? Si vous repensez à l'exemple d'Anne au tout début de notre propos, au fond, pourquoi Anne
vit dans un lieu dit protégé. Mais protégé de qui? Contre qui? Ou protégé pourquoi? Voyez, ça pose un certain nombre de questions, quoi. Voyez? Et quelqu'un comme Anne, il y a 200 ans, évidemment, mais évidemment qu'elle aurait vécu une vie normale au village. Voyez, c'est une réflexion qu'on peut se faire, hein, de façon assez troublante, quoi. Voyez, bon, on pourrait raconter d'autres histoires, mais le temps presse. Donc, venons-en peut-être à notre deuxième humain. Rappelez-vous, il y a 3 animaux, 2 humains et un fantôme. Donc, notre deuxième humain, c'est évidemment peut-être la femme autiste la plus célèbre au monde, hein. En tout cas, elle a détrôné Bécassine, hein, comme artiste célèbre, quoi, hein, voilà. C'était l'un de mes numéros privilégiés il y a quelques années, hein, de montrer en quoi Bécassine était autiste, quoi, hein, voilà. Bon, je ne vous referai pas le sketch ici. Mais parlons peut-être de Greta Thunberg, hein. Comme le disait très justement un journal anglais, le Guardian, Greta Thunberg nous en apprend bien plus sur l'autisme que sur le changement climatique. Vous me direz que c'est une phrase très étrange. Et c'est vrai parce que quand vous l'observez, quand vous lisez par exemple les textes de sa mère, hein, quand vous vous intéressez à son histoire, eh bien vous mesurez à quel point la particularité de Greta Thunberg est forte. Voyez, elle a été virée de l'école, quoi, hein. Et pourtant, Dieu sait que les écoles en Suède peuvent être tolérantes, quoi, hein. Vous voyez, une classe en Suède, souvent, c'est 8 ou 9 élèves, hein. C'est quelque chose qui ressemble plus à une cuisine familiale, plus qu'à une salle de classe, hein, qu'on pourrait connaître, par exemple, en France, hein. Donc, être viré d'une école suédoise, ça veut dire qu'on est vraiment très, très bizarre, hein. Je vous passe les problèmes alimentaires et autres, hein. Mais ce qui est véritablement génial avec Greta Thunberg, c'est qu'elle est réussi à transmuer tout ce que les manuels médicaux présentent comme des handicaps, comme des insuffisances, comme des défaillances, à transmuer tout cela en des atouts. Vous vous souvenez de la problématique de la hiérarchie sociale dont on parlait il y a un instant? Eh bien, évidemment que Greta Thunberg n'a à peu près aucun sens de hiérarchie, hein. C'est très embêtant pour trouver du boulot. Par exemple, si vous postulez à un emploi, vous vous retrouvez dans le bureau du grand patron et que vous dites, qu'est-ce que ça pue ici? Est-ce que vous aurez le job? Parce que chacun est hypocrite au point de savoir que le bureau du grand patron nécessairement sent la rose. Voyez, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de job et les gens diront que vous êtes bête. Voilà. Donc Greta Thunberg n'est pas comme ça. En apparence, c'est un handicap. Mais en vérité, cette absence de sens de hiérarchie sociale lui a permis de parler avec le même vocabulaire et sur les mêmes sujets, qu'elle soit face à un clochard, un roi, un empereur, à la tribune des Nations Unies ou que sais-je, dès un âge très tendre. À l'âge de 14 ans, je suis désolé, mais la plupart des ados dits normaux, hein, bafouillent, perdent leurs moyens, comme on dit, face à je ne sais quelle illustre assemblée, quoi. Voyez. Donc ici, c'est un exemple parmi d'autres, mais on voit combien les particularités de Greta Thunberg, hein, ont été des atouts irremplaçables par rapport à la suite de son militantisme. Et elle ne s'en cache pas, hein, elle est lucide au point de comprendre toutes ces choses, quoi, hein. Pour le dire tout à fait cyniquement, hein, si j'avais aujourd'hui, en 2022, une cause à défendre, hein, à qui est-ce que je confierais cette défense? Est-ce que je confierais la défense de la cause au docteur Rosemary et à son âme? Vous voyez, le docteur Rosemary qui a été lié au scandale du cancer, enfin, je dis plutôt des financements liés au cancer il y a quelques années. Ou alors, est-ce que je confierais la défense à Greta Thunberg?
Voyez, peut-être que justement le profil de Greta Thunberg est des plus adaptés par rapport aux évolutions récentes de notre société, où tout finit par se savoir. Turpitude de mœurs, compte bancaire caché et autres méfaits. Ah, voyez, donc peut-être très cyniquement, on peut se dire que ce profil-là de personnes qui pendant si longtemps a été relégué aux oubliettes, peut-être que ce profil-là est au cœur ou peut-être au cœur des évolutions de nos sociétés avec des métiers d'avenir. Voyez? Alors, peut-être, dernier élément, dernier personnage de notre fable, c'est le fantôme. Hein, voyez, ah, le fantôme, c'est l'un des plus connus, un des fantômes que j'avais envie de partager avec vous. C'est évidemment Casper, quoi. Hein, alors, Casper, le gentil fantôme, hein, comme vous vous souvenez hein, de son appellation. En effet, hein, Casper n'est pas un fantôme comme les autres. Hein. C'est un fantôme absolument adorable. Hein. C'est un fantôme qui veut constamment aider les autres, mais c'est aussi un fantôme qui veut se faire des amis. Quoi. Voyez, c'est ça presque la définition de Casper. Quoi, hein, voyez. Et ça ne marche pas. Parce que tout le monde a peur de lui, tout le monde a peur du fait qu'il soit un fantôme. Hein. Et donc le pauvre Casper, il perd ses amis fantômes parce que eux évidemment ils ne vont pas vers les humains quoi. Hein. Mais à l'inverse, il ne se fait pas d'amis humains, d'humains dans un premier temps, parce qu'après de très nombreux efforts, Casper finit par réussir à se faire des amis. Quoi. Voyez. C'est en fait une philosophie de vie très profonde. Quoi. Pour réussir à se faire accepter quand on est porteur d'une différence, il faudra de très nombreux efforts. Voyez. Et, mais en dernière instance, je suis convaincu que ces efforts auront un aboutissement. Parce que si vous vous souvenez bien des épisodes de Casper, au tout début, il y a un moment où on voit Casper dans une classe. Hein, parce qu'il y a donc des classes de petits fantômes. Casper n'est que l'un d'eux. Hein, et donc, qu'est-ce que l'on apprend dans ces classes de petits fantômes? Ben, le prof fantôme lui-même, hein, le prof apprend aux petits fantômes comment terroriser les humains, quoi, hein, comment faire bou 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 pour que les humains aient peur, quoi. Hein. Donc, les fantômes victimes d'exclusion, quoi, se vengent en quelque sorte, on entend les humains, quoi. Hein, voyez. Et malheureusement, pardonnez d'être un peu cru dans le propos, hein, mais malheureusement, un certain nombre de personnes handicapées, à force d'être victimes de graves exclusions pendant de longues années, il y a un certain nombre de personnes handicapées qui adoptent ce type d'attitude négative hein, et qui conçoivent leur vie comme une sorte de vengeance à terme. Hein. Voyez, alors on peut bien sûr citer le comte de Monte Cristo, bien qu'il ne fût pas handicapé à lui-même, mais c'est cette idée-là, voyez, de revanche. Hein. Voilà. Bref, mais Casper, lui, choisit un tout autre chemin, hein, une toute autre philosophie de vie, quoi. Hein, et je suis convaincu que à ce titre-là, hein, c'est beaucoup plus intéressant, ça aboutit à bien plus de résultats. Alors pour Casper lui-même, on est d'accord, mais aussi pour les autres. Ça va pour les, par exemple, les enfants humains hein, que l'on aperçoit dans les films de Casper, quoi, à qui il arrive toutes sortes de mésaventures et qui finalement ne doivent leur vie sauve que grâce à l'intervention de Casper, quoi. Hein. Et des Casper comme ça, on en a beaucoup. Hein. Je pense que les personnes handicapées peuvent avoir un rôle tout à fait privilégié en tant que créateurs de liens sociaux. Et peut-être que c'est aux personnes handicapées que nous devons, peut-être que nous devrons dans un avenir proche le maintien en vie de nos sociétés, en particulier en Occident. Quoi, hein, voyez. Pour le dire un peu autrement, on pourrait presque dire que la mission des personnes handicapées, c'est de remonter le moral et d'aider les personnes dites valides. Hein, voyez. Et il y a eu un film qui a été réalisé sur cela. Hein. Ce film-là, c'est évidemment hors norme. Peut-être que vous l'avez vu il y a un peu plus de 2 ans. Hein. Donc, hors norme,
ce n'est pas un film sur l'autisme, hein, ou ce n'est pas un film sur le handicap mental, hein, ce n'est pas ça l'optique. L'optique du film hors norme, c'est de montrer les effets magiques, hein, de ces personnes différentes sur les gens dits valides, hein, sur ces jeunes qui sont en voie de perdition, hein, qui ont un pied dans la délinquance, voire peut-être les deux pieds, hein, dans la délinquance, qui sont plus proches de la drogue que d'Emmanuel Kant. Hein, voyez, peut-être que justement la présence directe de personnes handicapées peut aider nos sociétés à surmonter un certain nombre de ces blocages. Et là où le film hors norme est tout à fait intéressant, c'est que dans le film, on voit des personnes de différentes religions dans des vêtements qui traduisent leur appartenance à des religions conservatrices. Des personnes qui, malgré tout, travaillent en parfaite intelligence. Grâce au handicap, les différentes querelles, les différentes hostilités, les différentes guerres de clochers, à son mauvais jeu de mots, évidemment disparaissent. Et ce principe-là, il a été exploré, hein, par des études, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans les écoles. Hein. La présence de personnes différentes permet une bien meilleure cohésion du groupe et met fin à un certain nombre de querelles vaines. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut nous donner beaucoup à réfléchir. Hein. Et en particulier, alors, ça fait partie, vous excuserez, de mes cogitations personnelles. Hein, on peut se poser une question encore plus troublante à partir de ce qui vient d'être dit. Pourquoi, au fond, est-ce qu'il y a des personnes handicapées? La question a l'air étrange, hein, mais Dame Nature ne fait pas beaucoup de choses en vain. Quoi. Si vous regardez, par exemple, le corps humain, les organes ont un rôle. Quoi, hein. Il n'y a pas vraiment d'organes totalement inutiles. Hein, voyez, et même la rate que l'on cite parfois, hein, la rate a une certaine utilité. D'ailleurs, si vous, pour une raison médicale quelconque, êtes obligé qu'on vous enlève la rate, vous devrez prendre des traitements correctifs, hein, ce qui montre bien qu'elle n'est pas tout à fait vaine. Hein. Donc, Dame Nature est relativement économe. Pourquoi est-ce que donc il y a des personnes handicapées? Hein? Peut-être que de tout temps, les personnes handicapées ont eu des missions, ont eu une utilité concrète dans les sociétés. Hein. Et peut-être que l'une d'elles, justement, on peut en parler longuement, et de réaliser ou d'aider à réaliser cette cohésion, d'aider à réaliser peut-être une société quelque peu meilleure. Alors, puisqu'on parle de ces choses-là, permettez-moi dans le peu de temps qui nous reste peut-être de réfléchir à quelques-unes de ces figures, hein, de faire défiler devant nous peut-être pour nous émerveiller, mais aussi de savoir ce que nous leur devons, quelques-unes de ces illustres figures différentes, illustres figures du passé. Hein. J'aurais envie de vous montrer tout d'abord une image absolument terrible. Hein. C'est une image terrible quand on sait la comprendre. Hein. Sur cette photo, nous avons, chers amis, la fondation de Apple. Hein. Vous connaissez Apple, la fameuse boîte qui fabrique toutes sortes d'appareils électroniques. Alors, vous reconnaissez sur cette photo les deux fondateurs de Apple. Celui de droite, je crois que vous n'avez aucune peine à le reconnaître. Il s'agit évidemment de Steve Jobs. Steve Jobs, qui était un fabuleux manager, qui était, comme on disait dans un français vieillissant, un meneur d'hommes. Hein. C'était également quelqu'un, comme disent les Américains, qui était visionnaire. Hein. Cela est parfaitement vrai. Mais savez-vous, ce n'est pas Steve Jobs qui faisait les soudures. Ce n'est pas Steve Jobs qui savait faire un circuit imprimé et qui savait faire démarrer au sens physique la machine. Voyez. Steve Jobs, par contre, il avait eu un coup de génie. Hein. Le coup de génie avait été de s'associer dès les premiers temps avec un autre personnage. L'autre personnage, c'est celui de gauche. Hein. Par le hasard, hein,
Mais non, il s'appelle aussi Steve, hein, mais Steve Wozniak. À moins d'être particulièrement mordu d'informatique, je crois que vous ne connaissez pas Steve Wozniak. Alors, pas de politiquement correct entre nous, hein. Quand on regarde Steve Wozniak, qui voudrait le recruter? Hein, voyez? Parce que, comme chacun le sait, le recrutement, ou plutôt le non-recrutement, se réalise à 90% en fonction de l'apparence de la personne, hein, de sa coiffure, de sa façon de serrer la main, hein. Telles n'étaient évidemment pas les qualités de Steve Wozniak. Et donc, Steve Wozniak, par contre, s'il n'était pas très, très doué en management, Steve Wozniak, c'est lui qui faisait les machines, c'est lui qui faisait les soudures. Grâce à ces deux profils complémentaires, Apple a pu fonctionner à tous les sens du terme, hein. Alors, vous me direz, il s'agit là d'une injustice parce que la gloire et l'argent sont allés à Steve Jobs. C'est exact, hein, que Steve Jobs a eu cette gloire, cet argent. Mais il y a quand même une forme de justice ici-bas, parce que Steve Jobs est mort. Et Steve Wozniak, à l'inverse, est toujours en vie. Et il continue ses bricolages. Voyez-vous, peut-être, à vrai dire, il vaut mieux être cacapo, hein. Voilà, on retrouve toujours cette idée. Et en fait, cette image qui nous montre la création de Apple, une image très similaire aurait pu être montrée par rapport à n'importe quelle ou presque grande entreprise, hein, du secteur de la technologie, mais pas que. Vous voyez, il est tout à fait étonnant, de voir quelle a été la réalité au niveau de la création de telle ou telle grande entreprise. Voyez. Donc, le temps étant compté, hein, on ne va pas nous appesantir outre mesure, hein. Mais puisqu'on parle d'emploi, j'aurai un petit test pratique auquel je me permettrai de vous soumettre, hein. L'une de mes familles préférées, c'est évidemment la famille Adams, hein. On peut se servir de la famille Adams comme d'une sorte de presque manuel de psychiatrie, hein. C'est assez fabuleux, hein. Mais comme notre temps est compté, je ne vous proposerai qu'un seul personnage. Le voici à l'écran. Il s'appelle donc Machin en français, It en anglais avec deux T, hein. Imaginez, vous êtes travailleur social, hein, et soudain, face à vous, il y a cet illustre personnage, hein. De quoi, à votre avis, ce personnage a-t-il besoin? Vous me direz bien sûr de coiffeur. C'est exact. Bon. C'est exact, mais il y a un piège. On y vient petit à petit, hein, on verra le piège, hein. Cette image, à nouveau, est assez horrible, hein, mais il faut la comprendre pour cela. Donc, c'est vrai que notre camarade a besoin de coiffure, hein. Aujourd'hui, les coiffeurs ne sont, à de rarissimes exceptions près pas formés, hein, à la différence, pas formés par exemple à l'autisme, hein. Pourtant, si quelqu'un ouvrait un salon de coiffure autisme, la clientèle ne manquerait pas, hein, et c'est une litote, hein, hein, voyez. Donc, peut-être que là, on peut souligner, hein, que c'est sur cette apparence, à savoir cette coiffure mauvaise ou jugée mauvaise, que la personne sera exclue, hein, du milieu social. Mais c'est aussi sur cela ou à cela plutôt qu'elle sera réduite, hein. À savoir donc qu'à chaque fois qu'on voit cette image, les gens ne perçoivent que cette coiffure particulière. Mais en vérité, on aurait dû percevoir autre chose, hein, sur cette image. Venons-y petit à petit. Il y a une deuxième particularité sur cette image, c'est qu'il se tient chez lui. Vous le voyez, il porte un chapeau et des lunettes noires. Pourquoi, à votre avis? Voyez, la raison est simple, hein, ce n'est ni pour concourir dans un concours de beauté, hein, d'ailleurs il est chez lui, hein, tout seul, ce n'est pas, on va dire, par excentricité au sens exact, hein, mais c'est simplement qu'il a des particularités visuelles, il a des hypersensibilités sensorielles, hein. Et à cause du fait de cela,
eh bien, notre camarade est tenu de porter des lunettes de soleil et un chapeau, hein, un chapeau qui évidemment protège des agressions visuelles venues d'en haut, c'est-à-dire presque toute la lumière en fin de compte, quoi, voyez. Mais quand on y songe bien, cette particularité sensorielle, elle est une malédiction, hein, je suis d'accord, mais elle apporte aussi une bénédiction. Cette bénédiction, pour la comprendre, ben, regardons ce que personne ne voit sur cette image, alors même que ce devrait être la première chose qu'on devrait voir. Regardez autour du personnage. Regardez comment c'est dans la maison des Adams. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un palais, non? C'est tellement beau, tellement propre. Les Adams sont des designers de fou. Et donc, ces mêmes particularités sensorielles qui font que la personne, par exemple, porte ses lunettes noires, que la personne ne puisse aller chez le coiffeur et autre chose, ces mêmes particularités sensorielles font aussi qu'elle a d'excellentes connaissances, compétences en design. Voyez. Donc, si on présente cette scène, si on présente cette image à un recruteur, de grâce, ne voyez pas d'abord la coiffure. La coiffure, ça peut se régler en quelques instants. Voyez plutôt les compétences réelles de la personne. Mais nous sommes véritablement dans un système social qui vous juge et qui vous condamne en dernière instance sur foi d'éléments qui n'ont aucune réalité tangible et profonde. Donc, encore une fois, il s'agit, je crois, d'une image assez terrible. Mais pour clore, je me permettrai de prendre une image un petit peu plus réjouissante. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire que j'aime à partager, notamment avec des jeunes. J'ai la chance d'être tous les jours avec des jeunes, moins jeunes aussi, porteurs, porteuses de différences. Donc, parfois, je leur raconte l'histoire suivante. Voici Marie Kondo, une illustre japonaise. Vous la connaissez sans doute, hein. Peut-être pas sous son nom, mais parfois vous entendez parler de la méthode Kondo. Parfois, on parle d'elle comme étant la papesse du rangement. Bon, c'est un petit peu exagéré comme terminologie, mais peu importe. Marie Kondo a la passion du rangement. Elle a inventé des centaines, pour ne pas dire des milliers d'astuces multiples, diverses, pour ranger, classer et autres les objets de la maison. Voyez. Et surtout, elle a écrit des livres, hein, par exemple des livres où elle décrit l'étincelle de joie, le terme est d'elle, hein, l'étincelle de joie qu'elle ressent quand elle peut s'adonner à ce centre d'intérêt spécifique. Voyez, l'autisme, comme dans certaines autres particularités, s'accompagne de centres d'intérêt spécifiques, voyez, et auxquels la personne est prête à dédier sa vie. Voyez. Et donc, dans l'un de ses livres, Marie Kondo décrit comment ce qu'elle ressent lorsqu'elle s'adonne à son centre d'intérêt est similaire à ce que ressent son petit frère, le gamer, lorsqu'il peut s'adonner à ses jeux vidéo préférés. Bon, j'aurais aimé voir le petit frère, hein, mais que voulez-vous, hein? Les diagnostics se perdent sans doute, hein. Et donc, Marie Kondo, en vérité, quel a été le principal obstacle dans sa vie? Eh bien, c'était son entourage, hein. Parce que dans quoi pensez-vous, envisagez-vous de faire carrière? Vous pourrez peut-être faire carrière dans une grande entreprise, vous pourrez faire carrière dans la haute administration, que sais-je. Mais vous ne ferez pas carrière dans le rangement. Voyez. Pour faire carrière, eh bien, il faut choisir certains métiers. Et vous comprenez en quoi la famille ou les proches de Marie Kondo exerçaient de fortes pressions sur elle pour l'inciter à ce qu'elle adopte des orientations professionnelles en phase avec les attentes sociales. Mais elle a su résister à leurs pressions. Elle a su suivre son étoile, hein. Et aujourd'hui, eh bien, elle fait ce qui lui plaît. Elle est épanouie. Et même sur le plan bêtement financier, elle gagne beaucoup mieux sa vie qu'un patron de banque. J'avais dit ça il y a quelques mois à un très haut responsable d'une grosse boîte américaine.
Ah. Et donc, ce genre de personnes, vous voyez, qui se déplacent en jet privé, enfin, que sais-je. Et donc, et ce qui était saisissant, c'était de suivre ses réactions, quoi, hein. Comment, j'allais dire, sa gorge se nouait, quoi, hein. Et peut-être que, peut-être que c'était l'idée que quelqu'un gagne plus que lui qui lui causait ce trouble, je ne sais pas, ou peut-être plus probablement c'était les souvenirs de ces jeunes années qui lui remontaient à l'esprit. Les souvenirs de ce qu'il a gâché, de ce qu'il a sacrifié, des chimères vers lesquelles il a couru. Voyez? Et voyez, c'est une sacrée leçon de vie, hein, que Marie Kondo, hein, une belle histoire, hein. Mais peut-être, comme toujours, les belles histoires sont belles parce qu'elles peuvent nous apporter. Voyez? Et peut-être que cela peut nous donner aussi à réfléchir par rapport à l'avenir que l'on essaye de plaquer, hein, sur les plus jeunes parmi nous. Voyez. Mon propos a été trop long, hein, désolé. Je me permettrai à la toute fin juste de partager une petite phrase avec vous, hein, une petite phrase que j'aime bien. Je ne suis pas suisse, hein, mais c'est une phrase qui est tirée du préambule de la Constitution helvétique, hein, c'est la dernière phrase du préambule. Et donc, elle s'énonce dans sa version française comme suit, hein, c'est la deuxième ligne que l'on lit: la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voyez? C'est une phrase très profonde, hein, et très troublante aussi, quoi. Mais j'aurais une question à vous poser, hein. Vous le voyez, le texte est en plusieurs langues, hein, parce que bon, en Suisse, il y a plusieurs langues, hein. Donc la première version, nous sommes d'accord, est en allemand, quoi, hein, voyez. D'ailleurs, vous remarquez que c'est pas exactement le même texte qu'en français, mais bon, passons. La deuxième version est en français. La troisième version est en italien. Mais dites-moi, dans quelle langue est la quatrième version? Hein? Et en général, les gens ne savent pas deviner, hein, la langue de la quatrième version. Non, c'est ni de l'espagnol, c'est non, 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 pas du tout, hein. C'est du romanche, hein, c'est du rhétoromanche. C'est une toute petite langue parlée uniquement dans certaines vallées, dans le canton oriental des Grisons. Hein, voilà. Il y a très peu de locuteurs de romanche, mais néanmoins, le romanche est reconnu en tant que langue, en tant que culture. Voyez? Et peut-être, hein, que donc cette reconnaissance d'une culture, fût-elle très minoritaire, hein, est un gage de coexistence, est un gage de démocratie. Voyez? Après tout, en Suisse, il y a peut-être plus d'autistes que de locuteurs de romanche, hein. Donc, si tel groupe, par exemple, peut être reconnu, accepté, valorisé, pourquoi tel autre ne le serait-il pas? Voyez? Et dès lors, hein, c'est vers un modèle pluriel de société que nous pourrions cheminer, quoi. Voyez? Où on cherche non pas la standardisation, où on cherche non pas à faire de l'autre l'égal au sens de l'identique, la copie conforme, le clone de soi-même, mais c'est peut-être une société où on sait que le cœur de la force, c'est précisément la présence de cette pluralité de personnes différentes, hein. Cette reconnaissance qui passe aussi par une reconnaissance juridique. Pourquoi est-ce qu'en France, le handicap, les droits des personnes handicapées ne sont-ils pas inscrits dans la Constitution, contrairement à tant d'autres pays, y compris en Belgique d'ailleurs? Voyez, ce sont des questions très importantes qui font que peut-être le handicap représente l'un des grands combats civiques, l'un des grands combats sociétaux de notre 21e siècle. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous aviez une question à poser à, à ceux qui assistent à la conférence, dans lesquels ils devaient répondre par un seul mot sur le chat et le lien qui est sur le chat. Et si mes souvenirs sont bons sur cette question, c'était pour vous, que représente la différence?
Tout à fait. Donc, en effet, telle était ma mission, à laquelle j'ai évidemment failli. Non, non, pas du tout, Désolé. pas du tout, pas du tout, Donc, absolument pas, c'était aussi ma mission. voilà. Donc, en effet, la question qui nous est gentiment proposée est donc de définir en un mot, par rapport au site WooClap, ce que représente pour vous la différence. Merci, nous avons déjà plusieurs dizaines de réponses. Hein, Oui. c'est très intéressant. Et très intéressant de voir à quel point un terme est fréquemment présent, dans celui qui s'affiche bien sûr en grandes lettres, le mot richesse. C'est très intéressant, avec ses dérivés, enrichissement, etc. Vous voyez, oui, enchantement, très important, enchantement. Vous voyez. Mm. Alors, il y a néanmoins aussi le terme d'angoisse qui apparaît. Mm. Tout à fait, tout à fait. Mais l'angoisse qui nous constitue au même titre que d'autres ressentis, hein. Et sans l'angoisse, peut-être que nous n'existerions pas, hein. Donc, elle n'est pas forcément un ennemi, de l'être humain. Alors la première question qui vient, sur le chat, c'est: «Comment voyez-vous l'inclusion dans une ville?» Ça, c'est une fabuleuse question, hein. Et pour tout vous dire, il y a tant à faire, hein. On a très peu réfléchi sur ces questions. Il y a un projet de label qui est en particulier porté par la commune de Panazol. C'est tout près de Limoges, de créer d'un label de ville amicale pour l'autisme, hein. Bon, malheureusement, le label pour l'heure n'a pas été beaucoup diffusé, hein. Mais donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait prendre en compte toutes les dimensions, hein. Prenons l'exemple du logement. Il est de plus en plus difficile de se loger. Même quand en apparence on n'a pas de handicap ou quand on n'a pas de particularité, hein. Et c'est la société qui devient de plus en plus dure à cet égard, hein, en matière de logement, fait que peut-être aujourd'hui nous sommes moins inclusifs qu'il y a un siècle ou deux. Vous savez, il y a 2 siècles, comment faisait-on pour avoir une maison? C'était très simple. On allait dans un coin de terre où il y avait personne et on construisait sa maison, quoi. Voyez? De nos jours, les choses sont devenues bien plus compliquées et donc bien plus excluantes pour un certain nombre de gens, hein, évidemment. Vous voyez? Ça donne beaucoup à réfléchir sur la question des transports, hein. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en France encore, il n'y ait aucune procédure juridiquement prévue pour que des personnes autistes aient le permis de conduire? Voyez, il y a un arrêté, du ministre de l'Intérieur qui liste handicap par handicap ou maladie par maladie, la procédure à suivre, par exemple, pour les personnes diabétiques, pour les personnes, que sais-je, hein, voyez. Donc, bon, on peut discuter des détails, mais il n'est pas prévu, en tout cas la case manque aujourd'hui, pour une personne autiste, quoi, hein. Et j'ai pu assister à je ne sais combien dans une autre vie, à réunions officielles dans des palais dorés à Paris. Jamais les illustres intervenants n'ont soulevé la question du permis de conduire, quoi, voyez. C'était pas dans leurs priorités, c'était pas dans leurs idées, voyez. Comment se fait-il que prendre le train devienne de plus en plus compliqué? Voyez, avec les phénomènes de filtrage de foule, avec les phénomènes de contrôle d'objets, ou plutôt d'éléments de plus en plus complexes, hein, en termes de choix des places ou d'assignation des places, que sais-je. Voyez, là, il y a vraiment une réflexion à mener par rapport au caractère non inclusif de nos sociétés, hein. On pourrait continuer par rapport à la question de la formation, hein. Généralement, quand on parle d'école inclusive, on parle des toutes premières années d'école, hein. C'est certes très important, c'est certes tout à fait intéressant, mais néanmoins, pardonnez de poser la question très crûment. Qu'est-ce qui vous définit davantage? Est-ce que ce sont les résultats que vous avez eus tel jour, quand vous aviez 6 ans, hein, dans telle ou telle première classe, quoi?
ou bien est-ce que ce sont peut-être les études que vous avez pu faire dans la suite de vos vies? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y a à peu près aucun texte juridique en France sur l'inclusion dans l'enseignement dit supérieur? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'AVS dans l'enseignement supérieur en France? Voyez, il y a un certain nombre de questions graves, hein, qu'on pourrait se poser. Pourquoi, plus généralement encore, les formations les rares formations que l'on propose aux personnes différentes à l'âge adulte sont toujours, pour ainsi dire, des formations ultra brèves. Voyez, l'apprentissage qui s'inscrit dans la durée n'est tout simplement pas pensé, hein, par rapport à ces personnes. Voyez. Donc, nous sommes face véritablement hein, à des murs qui reposent non pas même sur des contingences financières, on pourrait comprendre l'absence de financement, hein, mais qui reposent sur un certain type de fonctionnement qui a été créé par et pour uniquement un certain profil humain. Quoi. Voyez, lorsque en mars 2020, pour reprendre cette période-là, le gouvernement français a décidé, c'était d'ailleurs presque le seul cas au monde, hein, a décidé de créer des attestations de sortie à remplir pour pouvoir sortir de chez soi. Eh bien, évidemment, personne n'avait pensé aux gens aveugles. Voyez, comment est-ce qu'une personne aveugle fait-elle pour remplir ce papier? Hein? Au début, il n'y avait pas la version numérique, il n'y avait que le papier. Voyez, donc, pourquoi? Tout simplement parce que dans le processus de décision, il n'y avait pas de personnes aveugles. De même qu'il n'y a pas de personnes aveugles dans l'équipe qui réalise le distributeur de billets de la SNCF. Voyez? On pourrait multiplier les exemples. Hein. Donc, fondamentalement, ces difficultés de logement, de transport, et on pourrait multiplier les exemples, procèdent d'une source commune, à savoir l'absence ou la quasi-absence de cette différence, par exemple dans l'échelon politique, dans l'échelon public, même dans l'échelon médiatique. Voyez, le très très faible quota de visibilité du handicap dans les médias, hein, de l'ordre de 0,00 quelque chose, hein, et encore presque entièrement tenu par la rediffusion des Jeux paralympiques. Hein. Donc, bien sûr, je suis un chaud partisan, mais est-ce que la vie humaine se réduit à un sport, quoi, hein? C'est toute une grande question. Voyez? Bon, pardonnez, je me laisse aller à diverses considérations. La tâche est vaste, nous le mesurons. Alors, on a une participante qui vous demande comment agir contre et avec les exigences normatives de l'école en faveur de l'inclusion. Hmm. Vaste combat pour, pour me faire des ennemis. Je pourrais dire, la phrase est un brin potache, mais elle n'est pas totalement fausse. Hein. J'ai eu au cours des années la chance d'aller dans toutes sortes d'endroits, de collaborer avec des milliers d'organismes, de gens, depuis des îles perdues dans l'océan Pacifique jusqu'à je ne sais où, en Sibérie, quoi. Hein. Et donc, je pense pouvoir dire que l'organisme le plus désespérant, quoi, hein, le plus, j'allais dire, qu'il faut mettre le plus hors de vous, je crois que c'était le ministère français de l'Éducation nationale, quoi. Hein, bon, c'est un petit peu un potache, hein, évidemment, il ne faut pas le prendre au premier degré, mais néanmoins, quoi, hein. Je crois que les parents, notamment parents d'enfants différents, ont tout tenté. Hein. Je connais des parents qui se mettent en haut des grues, il y en a d'autres qui s'enchaînent aux grilles des commissariats ou des rectorats, d'autres font des grèves de la faim, quoi, etc. Mais le pire dans tout ça, c'est que au sommet de la hiérarchie, par exemple à l'échelon des différents ministres, etc., c'est pas forcément là que ça bloque. Hein, voyez. Simplement, là, il y a des hauts cadres administratifs qui, je dirais, ne transmettent pas même des bonnes décisions, quoi. Hein. C'est véritablement une situation de
mammouth profondément sclérosé, quoi, hein, vous voyez, on peut le dire comme ça, à titre personnel. Mais cela n'engage que moi, hein, ce sont de vastes débats politiques, mais à titre personnel, je ne pense pas que la centralisation soit indiquée, notamment en matière scolaire. Je crois que c'est bien plus malin, bien plus constructif, hein, de permettre à ce que les questions d'inclusion se traitent, se résolvent de façon locale. Hein, école par école, classe par classe. Hein, voyez, quitte à bricoler des solutions. Hein. Ce contact humain me semble essentiel. Bon, ça paraît être une vaste phrase, mais je ne pense pas que les circulaires et autres législations réalisent l'inclusion. Hein, l'inclusion se réalise par le millier d'heures de travail humain, localement, directement et humainement. Okay. Euh, Ce ne sont pas des grandes envolées lyriques qui vont peut-être le faire. Bon, ça, ce sont mes petites idées. D'accord. Pour rester dans ce domaine-là, parmi, heu, les personnes qui sont présentes, une élue chargée de l'inclusion scolaire, demande si vous auriez quelques conseils à lui donner. Oui, très bien. Vaste questionnement. Donc, tout d'abord, merci à vous, merci à elle d'être présente. Donc, je pense, il est essentiel à l'heure actuelle. On a pu cheminer un peu sur l'inclusion dans les toutes premières années. Hein. On devrait peut-être cheminer sur l'inclusion au collège, au lycée. Hein. Voyez, c'est là qu'on perd, hein, les élèves handicapés. Hein. Et notamment, on les perd au trou noir qui vient après, à savoir l'enseignement dit supérieur. Voyez, là, la situation n'est pas admissible. Hein. Et en vérité, il n'y a quasiment pas, hein, d'édifice ou de système réellement conçu pour réaliser l'inclusion, quoi. Hein. Voyez, ce n'est pas un secret, bon, je le dis, hein, parce que vous avez d'ailleurs peut-être vu ma tasse de thé. Je bosse actuellement pour une grosse université belge, celle de Louvain, quoi. Hein. Et donc, vous n'imaginez pas le nombre d'étudiants français, hein, porteurs de handicap, pas que autistes, qui viennent, hein, dans cette université belge. C'est assez stupéfiant, quoi. Hein, c'est stupéfiant. On parle souvent, par exemple, des Français autistes qui sont dans des institutions, qui vont en Belgique. Bon, et on ne parle pas forcément des autres. Hein. Et peut-être, j'allais dire, il ne s'agit pas de réinventer l'eau tiède. Hein. Il s'agit peut-être d'avoir la curiosité d'esprit, de savoir quelles peuvent être les bonnes recettes mises en œuvre ici ou là et de s'en inspirer, quoi. Hein. Mais je crois, à titre personnel, que ça ne pourra pas se passer sans avoir un cadre humain. Hein. Un cadre, par exemple, appelez ça AVS, appelez ça AESH, pour des personnes autres que des tout petits, quoi. Hein, voyez. On peut en parler longuement. Hein, ce n'est pas forcément le sujet sur les profils des personnes, etc. Hein, ça, j'en suis convaincu. D'autre part, également, hein, je suis convaincu que sur le plan presque fondamental, on a fait une très grossière erreur parce que l'école en France suit les fantasmes d'un monsieur dénommé Bonaparte. Napoléon Bonaparte était un chef de guerre peut-être respectable, hein, mais il n'était pas bon pédagogue. Hein. Et lui, son fantasme, c'était de modeler l'école sur le schéma de l'armée, où tout le monde, à la même heure, fait la même chose. Hein. Donc, il voulait savoir que, par exemple, lundi à 9h10, tous les écoliers de telle année faisaient la même chose. Hein, voyez. Et or, cette idée-là est totalement antithétique au parcours de vie, au profil des petits humains, quoi. Hein. Donc, pour pousser peut-être mon cas encore plus loin, je suis convaincu que l'idée, par exemple, d'un programme uniforme de l'éducation nationale est très difficilement compatible avec la pluralité humaine, quoi. Hein, voyez, certes, ça part d'un bon sentiment, hein, j'en suis tout à fait conscient, quoi. Hein, mais néanmoins, quoi, fondamentalement, il faudrait
faudrait partir de l'enfant, de la personne ou de l'adulte pour pouvoir, que sais-je, façonner une classe, façonner un environnement de travail, quoi, hein, voyez. Et donc, pour cela aussi, si j'ose encore ajouter ça dans ma longue tirade, on peut se dire qu'une réduction drastique du nombre d'élèves par classe, hein, pourrait être tout à fait indiquée, hein. Dans certains pays européens, hein, une classe tout à fait ordinaire, c'est 7 ou 8 élèves, hein, voyez. Bon, je ne vais pas entrer dans d'autres considérations, mais dès lors que l'on casse un peu ce mythe de la salle de classe où il y a des petites chaises alignées, hein, et les élèves assis sans bouger derrière un petit bureau, hein, que c'est ça la situation d'apprentissage. Dès lors que l'on sort, hein, de ce schéma-là, peut-être que l'on pourra rendre l'environnement beaucoup plus propre, à valoriser la pluralité, hein, des intelligences, de ces intelligences multiples, hein, dont on parle, hein, de plus en plus dans la littérature savante, mais aussi surtout dans les récits de vie. Oui, votre question, je l'avoue, était particulièrement difficile, hein, parce qu'elle est vaste, hein. Désolé si je m'en suis écarté. On a bien compris l'importance de la personnalisation, à l'école. Alors une question autour de la cohésion sociale, que vous avez beaucoup abordée. Quelles sont, donc une participante, quelles sont les richesses apportées par une personne autiste à l'école, mais aussi à l'entreprise et globalement à la cité tout entière? Oui. Petite Va question, hein. vaste question aussi. Voilà, vaste question pour nous retenir jusqu'à tard dans la nuit, quoi, hein, voilà. Et peut-être qu'il y a parmi nous des profs de maths, quoi, hein. Rassurez-vous, on ne va pas faire de maths très poussées, hein, mais juste pour raconter une histoire que les profs de maths aiment à raconter, hein. Donc voici l'une des versions de l'histoire, hein. Elle existe comme toutes les légendes avec plusieurs petites versions. Est-ce que vous connaissez un grand mathématicien? C'était l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire qu'on appelle Gauss, ou alors Gauss, si vous le dites à l'allemand, dans les fameuses courbes de Gauss, quoi, hein, voilà. Et donc, l'histoire porte sur son enfance, hein. Quand il était petit, il était dans une classe, paraît-il, particulièrement indisciplinée. Bon, c'est pas nouveau, hein, apparemment. Et donc, l'instituteur, excédé, avait donné une punition collective aux petits chenapans, quoi, hein. Et il leur avait donc demandé, avec leur ardoise, hein, à l'époque c'était ça, d'additionner tous les nombres de 1 à 100. Il pensait se débarrasser des petits monstres pour toute la matinée. Et c'est vrai que ça prend du temps. 1 plus 2 égale 3, etc., etc. Jusqu'à arriver à 100, ça prend beaucoup de temps. Et à ceci près que quelques secondes plus tard, le petit gosse, sans mauvais jeu de mots, arrive près du bureau du prof avec la réponse sur son ardoise. Voyez, le prof était tout à fait interpellé. Est-ce qu'il a raconté n'importe quoi? Parce que le prof lui-même ne connaissait pas la réponse, quoi, hein, voyez. Donc, comment est-ce que le petit gosse a-t-il pu deviner la réponse aussi rapidement? En fait, c'est très simple. Il faut réfléchir un peu. Si vous voulez noter les nombres de 1 à 100, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à 99, 100. On est d'accord, vous pouvez les écrire dans ce sens-là. Vous pouvez, une ligne en dessous, les écrire en sens inverse, à rebours, quoi, hein, 99, 98, 97, et puis 4, 3, 2, 1. On est d'accord. Ensuite, si vous additionnez chacune des colonnes, vous avez 1 plus 100, ça fait 101. Vous avez 2 plus 99, ça fait 101. Ça fait toujours 101. Donc, ça fait 101 fois 100 divisé par 2. Voyez? Alors, la question, c'est qu'allez-vous faire face à un tel élève? Est-ce que vous allez le maudire parce qu'il a cassé la punition? Voyez, il a cassé votre rythme scolaire, quoi, hein, voyez. Et vous, en tant que prof, serez la risée, hein, de toute la classe, parce que tous les cancres de la classe, ils vont en profiter, hein, pour saper votre autorité, quoi, hein. Ou alors vous direz, mais c'est génial cet enfant, quoi. Vive la pensée différente, quoi, hein. Donc, l'aptitude à sortir d'un fonctionnement, on va dire, ronronnant
habituel, c'est tout simplement indispensable. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait si on n'avait pas des gens capables de fonctionner autrement, capables de trouver des idées autres, hein. Le monde du design est lui aussi plein de gens autistes et je peux vous en raconter des histoires. J'ai pu discuter avec nombre de gens qui avaient bien connu Yves Saint-Laurent, quoi, hein. J'ai une amie proche commune avec peut-être l'un des designers les plus connus aujourd'hui, Stark, hein, qui ne cache pas son autisme, hein. Il le décrit lui-même en des termes très lucides, hein, le grand designer Stark. Voyez, il y aurait plein de choses à raconter sur ce petit monde-là, mais heureusement qu'il y a des gens capables de créer des choses parce que ces personnes fonctionnent autrement que la pluralité des gens. Ça, c'est, je dirais, ce qui permet à l'humanité de garder une saveur à nos vies, quoi, hein. Si les choses étaient parfaitement connues, parfaitement stéréotypées, parfaitement homogénéisées, notre vie n'aurait à peu près aucune saveur, quoi, voyez. Et c'est d'ailleurs pour cela que je me permets d'inciter vivement les gens à travailler dans le secteur du handicap, voyez. Évidemment, c'est du boulot, quoi. Évidemment que les journées ne sont pas toujours faciles, elles peuvent être très longues, hein, mais ce sont des journées qui finissent de façon épanouissante. Vous voyez, il y a une vraie richesse, hein, de contact humain, il y a un vrai apport humain, hein. C'est très important, c'est très intéressant, hein. Et donc, je crois qu'en dernière instance, nous devons beaucoup aux gens bizarres, quoi, dans l'univers des lettres, dans l'univers des arts, dans l'univers des sciences, bien sûr, hein, et peut-être que notre époque, malheureusement, l'oublie beaucoup, hein, et dans les écoles, quand on apprend le nom de tel ou tel illustre, que sais-je, savant ou autre, on oublie généralement de préciser que c'était quelqu'un qui avait des handicaps marqués, quoi, dont on ne voulait pas à l'école, hein, qu'on jugeait bête, quoi, voyez. Donc ça doit peut-être nous donner à réfléchir. Bon, pardonnez, la question était bien trop vaste, je n'ai essayé que de broder autour d'elle. Une petite question aussi de Nathanaël qui demande ce que vous pensez des prises en charge très précoces, comme dans les unités d'enseignement maternel autisme. Oui, alors merci beaucoup pour la question. Alors, j'avoue que je ne suis pas forcément totalement objectif en la matière, puisque les unités d'enseignement maternel avaient été lancées par mon ancienne patronne, à savoir la ministre Ségolène Neuville, et j'étais à son service pendant ce temps-là. Bon, mon jugement n'est pas forcément des plus objectifs en la matière, hein. L'idée de la création, hein, des unités d'enseignement maternel, c'était justement comme la secrétariat d'État aux personnes handicapées n'a pas pouvoir sur l'éducation nationale et n'a pas non plus pouvoir sur le monde de la santé au sens pur et dur, quoi, hein, de créer une sorte d'entité hybride que on aurait pu piloter, hein, tant bien que mal avec les maigres ressources de la maison, quoi, enfin du secrétariat d'État. C'était l'idée, quoi, hein. Alors, en apparence, moi, à titre personnel, je soutiens évidemment toutes les initiatives qui permettent de réaliser l'inclusion. Mais un certain nombre de questions aujourd'hui se posent à l'heure où les UUM sont généralisées, en tout cas présentes de façon beaucoup moins ponctuelle qu'avant, quoi, hein, même si on est loin des besoins, quoi, hein. C'est de savoir tout d'abord objectivement quel pourcentage des enfants issus de ces UUM parviennent à rester ou sont maintenus ou tolérés dans le système scolaire. Voyez. Les réponses, les résultats souvent tardent à venir. Et malheureusement, j'ai ma petite idée pourquoi. Là, c'est une grosse déception, quoi, hein. Déception due non pas aux enfants eux-mêmes, bien sûr, hein, mais déception due à la problématique du recrutement des professionnels, hein, du recrutement des bons professionnels, hein. La problématique aussi des petites misères ou grandes misères
que parfois le reste des établissements scolaires fait à l'encontre des UM, hein, ça c'est aussi une réalité, hein, et que le rêve, hein, de bricoler une sorte d'inclusion, hein, qui soit un compromis entre la chèvre et le chou, quoi, hein, euh, finalement ne marche pas forcément si bien que cela. Hein, voyez, bon, c'est je suis un peu tiraillé sur ce point, quoi, hein. Donc, je ne dirais pas je n'oserais pas citer Georges Marchais, bilan globalement positif, ce serait un peu une mauvaise allusion historique, mais je pense que l'idée n'était pas forcément mauvaise, hein, mais par rapport au cadre juridique, par rapport aux moyens humains, hein, qui étaient présents, il y a eu un certain nombre de ratés, quoi, hein. Et à titre personnel, mon grand regret à ce titre-là, ce pourrait être premièrement que c'est pour les tout petits, comme le nom l'indique, hein, et je vous souhaite bon courage pour trouver des dispositifs analogues pour les plus grands. Quand je dis grands, je ne pense pas à des gens de 50 ans, je pense à des Mmh. gens tout simplement de Ouais. 8-9 ans, quoi, hein, vous voyez, c'est tout simplement ça, hein. Et premièrement, et deuxièmement, la question tout simplement de la présence suffisante, hein, de solutions d'inclusion. Une UM, normalement, c'est 7 enfants. Voyez, que voulez-vous faire avec 7 enfants? Hein, il y a tant, rien que d'enfants autistes, il y en a des milliers, hein, 1%, hein, un enfant sur 100, voire un peu plus, est concerné par l'autisme, hein. On se retrouve face à une disparité drastique de moyens, quoi, hein. Et ce dispositif qui a été bricolé dans la labeur, pardon, dans vraiment les douleurs, quoi, hein, de mon ancienne patronne, quoi, hein, qui avait le poste le plus faible du gouvernement, quoi, hein. Le secrétariat d'État aux personnes handicapées, c'est pas un poste important, quoi, hein, vous voyez, de poids en tout cas. Elle a bricolé cette petite solution, quoi, hein, vous voyez, c'est honorable, hein, mais je pense par rapport aux enjeux, c'était malheureusement loin du compte. Excusez si mon jugement n'est pas le bon. Une petite clarification, quelqu'un, enfin, n'a pas bien saisi la place de Marie Kondo dans votre présentation et elle demande si, cette personne, si Marie Kondo est porteuse du TSA. Merci beaucoup pour la question. Alors, je suis très gêné, hein, parce qu'à titre personnel, je me fixe comme ligne de conduite de ne pas assigner des diagnostics à des gens vivants, quoi, hein. Ou alors, vous voyez, je me contente de personnages de fiction, par exemple, diagnostiquer les Schtroumpfs ou la Panthère rose, ça, je me sens tout à fait à l'aise, quoi, hein. Mais par rapport à des gens vivants, hein, je me sens toujours très gênée, hein. Je ne veux pas me montrer du doigt et puis qui suis-je pour décider de l'autisme d'un tel ou d'un tel et de le dire en public, quoi, hein, vous voyez. Je pourrais dire que j'aimerais bien que Marie Kondo soit autiste, quoi, hein, voilà, ça je peux le dire comme cela, quoi, hein, vous voyez. Et quand on s'intéresse un peu à sa vie, à son œuvre, je crois que on peut voir un certain nombre de traits connus, hein, on va le dire en ces termes. Mais voyez, Marie Kondo, à mon avis, n'est pas intéressante parce qu'elle est autiste. Elle est intéressante parce qu'elle sait faire des choses, parce qu'elle a un vrai message intéressant pour nous. Vous voyez, l'idée n'est pas de créer une sorte de communauté autistique, un peu comme on peut le voir dans certains courants américains, quoi, hein, c'est pas ça. L'idée n'est pas de faire un ghetto à autistes avec une sorte de guerre picrocoline nananaire, on est mieux que vous. Ça, c'est très puéril, hein, fondamentalement, quoi, hein. Et ce qui fait l'être humain, ce qui fait la qualité, l'intérêt de l'être humain, ce n'est pas un tel ou tel label médical, hein. C'est véritablement ce que cette personne a eu comme originalité, ce qu'elle a su réaliser pendant toutes ces années et ce qu'elle sait apporter aux autres. Ça me semble essentiel.
Et pour terminer, une dernière question, qui est très générale après cette conférence, très riche et qui va nous permettre de réfléchir sur, beaucoup de choses. Est-ce qu'éventuellement vous avez déjà, effectué ce genre de conférences très philosophiques, dans des écoles? Ah, merci beaucoup pour la question. Alors, très philosophique, ça c'est un vaste débat, je ne sais pas trop ce que cela veut dire, mais j'ai la chance d'aller très souvent dans des écoles. Voyez, j'y étais pas plus tard qu'hier soir, pour tout vous dire, hein. Hier soir, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi et de la soirée dans une petite école à Bruxelles, où il y a des enfants dont personne ne voulait ailleurs, quoi. De très très bons moments, quoi. Très très chouette équipe, quoi, hein, voyez. Et donc j'ai cette chance là, quoi, hein. Et mon ennemi c'est l'agenda évidemment, hein, mais je pense que les jeunes et même les tout petits ont la capacité à comprendre la différence, ont la capacité à comprendre le handicap ou l'autisme. Bien sûr, il faut adapter le support, hein. On peut leur présenter l'autisme grâce, que sais-je, à l'aspect d'un gadget, grâce à Rantanplan, grâce à Casper, ou que sais-je. Ah, vous voyez, c'est une façon de présenter les choses, mais en tout cas, je n'ai jamais été mal accueilli dans un établissement scolaire par les jeunes, quoi, hein. Et ce qui m'a frappé en toutes ces années, et j'ai pu aller dans des écoles, vous voyez, perdues dans des pays très pauvres où il n'y a pas l'électricité. Enfin, j'ai connu toutes sortes de choses. Ce qui m'a toujours frappé, hein, c'est dès lors que l'on aborde ces questions humaines, c'est l'attention des jeunes, hein, y compris des jeunes que on jugeait turbulents ou ouais, inaptes à l'école ou cancre au dernier degré, enfin que sais-je, toutes ces caractérisations. Dès que l'on aborde des sujets humains, ils sont attentifs, ils posent des questions. Et parfois, à la fin, il y a les profs qui viennent me voir et qui me disent, mais Joseph, comment t'as fait, quoi? Moi, quand je leur parle de Louis XIV, il y a une pluie d'objets qui me tombent dessus, quoi. Ah, voilà. Oui, mais peut-être que justement, hein, l'école pourrait enseigner aussi, et peut-être même surtout, à fonctionner, à être avec d'autres humains, quoi, hein. Vous voyez, cette pluralité humaine, je crois que c'est ça le cœur même des apprentissages de l'école, hein. Si vous savez que Louis XIV est mort le 1er septembre 1715, vous aurez droit à je ne sais quel diagnostic bizarre, mais c'est pas essentiel. Vous pouvez mener une très très belle vie sans ça connaître la date de décès de Louis XIV, hein, voyez-vous, hein. Mais par contre, apprendre à fonctionner, apprendre à s'émerveiller de la pluralité humaine, ça, je crois que c'est une compétence essentielle, quoi qu'on fasse, qui que l'on soit. Très bien, je pense que nous pouvons, terminer cette conférence sur, ces paroles, Mmh. qui, arrivent en conclusion, parfaite, de votre propos. Merci, 1000 fois pour, votre intervention, et puis pour les moments qu'on a passés ensemble pour préparer aussi cette intervention. Je rappelle à tout le monde que cette conférence sera, visible en visio sur le site de la faculté d'éducation. Donc pour tous ceux qui y ont participé et qui ont trouvé, ceci très intéressant, merci d'en parler autour de vous, peut-être à des gens qui avaient envie d'y assister, qui n'ont pas pu, compte tenu des agendas qui sont toujours très, très chargés en ces fins d'année. Voilà, encore merci beaucoup pour votre intervention, pour votre humour. Heu et puis je vous souhaite une excellente continuation et peut-être au plaisir de vous retrouver à une autre conférence, chez nous. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir.